Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la composition du gouvernement est désormais connue en Guinée équatoriale. Il avait été remanié le 10 avril et annoncé comme plus dynamique. Plusieurs ministres ont fait leur apparition, comme l'ancien président de la FEGIFOOT qui devient ministre de la Jeunesse et des Sports. Quelles actions ont réellement été réalisées par le président de la République algérienne Abdelaziz Bouteflika cette année? Une question que beaucoup d'Algériens se posent à la fin de la première année de son 4e mandat, ce 17 avril. C'était à Paris, il y a quelques jours. L'homme d'affaires camerounais Jean-Samuel Noutchoguin dédicaçait son livre « À la mesure de mes pas », une autobiographie qui raconte son ascension sociale. Mais d'abord, en République démocratique du Congo, la commission électorale garantit l'intégrité du processus électoral. Les procédures d'inscription ont débuté mercredi pour les élections provinciales du 25 octobre 2015. De même, l'Église catholique s'est engagée, en la personne de l'abbé Malou Malou, à former plus de 30 000 observateurs et à les dépêcher sur les lieux du scrutin. Ces rendez-vous électoraux sont prévus ces prochains mois. Ils s'achèveront avec l'élection présidentielle à la fin de l'année 2016. Le gouvernement équato-guinéen est connu. Les ministres ont prêté serment ce mercredi à la présidence de la République. Ils se donnent à présent pour mission de diversifier l'économie du pays. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. La composition de la nouvelle équipe gouvernementale a été rendue publique ce mercredi en Guinée équatoriale. Au total, l'exécutif sera composé de 25 ministres titulaires. Les ministres des Affaires étrangères, des Travaux publics, des Mines et de la Défense ne changent pas de locataire. On note l'arrivée de nouveaux ministres, à savoir André Bomio, anciennement président de la FEGIFOOT, qui devient ministre de la Jeunesse et des Sports. Miguel Egonga Obiang et Jeniosé Obiang occupent respectivement les ministères des Finances et de l'Information. Pour le chef de l'État équato-guinéen, ce gouvernement doit être un gouvernement de résultats. Nous avons remanié le gouvernement à cause de la crise économique. Nous devons réduire les dépenses. Beaucoup de responsables de départements ministériels n'apportent pas ce qu'il faut pour le développement. Il y a beaucoup de blocages. Nous devons promouvoir le développement de ce pays. Cette nouvelle équipe est confrontée à plusieurs défis. Face à la récession due à la baisse du cours de pétrole, il faudra réduire le train de vie de l'État avec une utilisation rationnelle des ressources. Opérer un nouveau dynamisme dans le secteur des investissements en attirant les investisseurs, mais aussi faire reculer la corruption. Sur l'aspect économique, nous avons fait beaucoup de recoupes et de réductions budgétaires. Des réductions que vous devez maintenir et respecter. Il faut augmenter les entrées. Plusieurs départements peuvent favoriser les entrées financières. Il y a énormément de défis. Mais beaucoup de fonctionnaires détournent de l'argent. Il y a trop de corruption. Je souhaite que la nouvelle équipe lutte contre la corruption. Avec une croissance en baisse et la réduction de la production du pétrole, l'ancien gouvernement a réduit les dépenses et les projets d'infrastructure. Les aspirations des Équato-Guinéens restent de plus en plus grandes. La mission de ce nouveau gouvernement sera désormais de diversifier l'économie encore fortement tributaire de l'industrie pétrolière. Dernier jour ce vendredi 17 avril de l'atelier sur la sécurité maritime et l'application de la loi dans le golfe du Guinée à Yaoundé au Cameroun. L'événement est à l'initiative du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Il a pour but de renforcer la coopération entre l'Afrique et les États-Unis en matière de sécurité maritime. Plusieurs représentants de l'état-major africain étaient présents, comme ceux du Gabon, du Ghana, du Nigeria ou encore du Congo. Des membres de la CEDEAO pour l'Afrique de l'Ouest, d'Interpol ou de l'Union européenne se sont également joints à la réunion. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika boucle ce vendredi 17 avril la première année de son 4e mandat. Une année où le président algérien s'est fait particulièrement discret, ce qui amène les Algériens à s'interroger sur la réalité du pouvoir à la tête de l'État. Kekili Afeto. Qui détient le pouvoir en Algérie? La question est sur toutes les lèvres dans ce pays d'Afrique du Nord, alors que le président de la République Abdelaziz Bouteflika arrive au terme de la première année de son 4e mandat. L'Algérie est en proie à de nombreuses menaces et les défis imposent la mobilisation de toutes les énergies du pays. Pour certains observateurs, c'est la gestion même du pouvoir au sommet de l'État qui polarise toutes les attentions. Les Algériens ont l'impression que les choses sont bloquées. Le président est absent, il ne s'est pas adressé à la population depuis avril 2014, on n'a pas écouté sa voix. Il ne se déplace pas à l'intérieur du pays, il n'a réuni que 2 fois le Conseil des ministres, il ne se déplace pas à l'étranger. Et donc, il a promis de réviser la Constitution, le projet n'est pas encore venu. Il y a actuellement
les prémices d'une crise économique puisque l'Algérie a perdu presque 15 milliards de dollars en raison de l'effondrement des cours pétroliers. Il y a des affaires de corruption un peu partout. Et donc, les Algériens ont ce sentiment que le pays est mal géré. Nombreux sont les Algériens qui ont le sentiment d'être dans un bateau sans véritable capitaine à bord, en dépit de la révision constitutionnelle de décembre 2008 qui permet au président de la République de s'arroger l'essentiel des pouvoirs. Mais le président Bouteflika semble très diminué depuis son accident vasculaire cérébral d'avril 2013. Les Algériens se posent des questions. Où va-t-on? Est-ce que le pays va continuer à être comme ça, pris en otage par le président Bouteflika et par son entourage, ou est-ce que les choses vont changer? L'opposition propose une transition démocratique, propose de changer les choses, mais là on n'a pas l'impression que le pays évolue malgré les moyens qu'il a, les moyens matériels, les moyens humains et financiers. Un état de santé qui n'a pas dissuadé Abdelaziz Bouteflika de postuler pour un 4e mandat à la tête de la magistrature suprême. Plus grave, le pays connaît l'une des pires crises économiques de son histoire du fait de la chute des cours du pétrole. L'Algérie tire plus de 95% de ses revenus externes de l'exportation des hydrocarbures et importe plus de 60 milliards de dollars de produits et services. Les mesures de sécurité ont été renforcées au Kenya depuis l'attaque terroriste des Shebab qui a fait 148 morts au début du mois d'avril. La police antiterroriste traque les auteurs de cette attaque. 6 suspects ont déjà été arrêtés. Kekeli a fait tout. Les locaux de la police antiterroriste kenyane ne désemplissent pas ces derniers jours. Des responsables d'organisations et de simples personnes soupçonnées de soutenir les Shebab font des va-et-vient afin d'apporter des éclairages sur leurs activités. Les forces de l'ordre font un contrôle strict des visiteurs qui sont minutieusement fouillés. Ils veulent savoir qui nous sommes, qui sont les administrateurs de notre société, qui sont nos partenaires. Ils veulent connaître les gens avec qui nous travaillons. Depuis le début de ces enquêtes, les autorités ont gelé les comptes bancaires de ces personnes et organisations en attendant les résultats des investigations. Le Kenya a également suspendu les licences de 13 entreprises de transfert de fonds somaliens. Le gouverneur de la Banque centrale de Somalie s'est saisi de l'affaire. Il estime que le gel des comptes des sociétés de transfert d'argent va avoir de graves incidents sur la communauté somalienne du Kenya. Ces mesures auront de graves conséquences sur la vie des Somaliens qui vivent au Kenya. Le montant des opérations de transfert d'argent vers le Kenya est énorme. De nombreux Somaliens au Kenya comptent financièrement sur leurs parents basés à l'étranger. Pour sa part, la Commission des droits de l'homme du Kenya s'interroge sur la façon dont la liste des financiers présumés a été compilée. Elle craint que le gouvernement ne pénalise des innocents kenyans dans sa croisade contre les financiers et les sympathisants des Shebab. Le chef de la police du Kenya devrait se pencher sur la question vendredi. Les enseignants sont en grève depuis ce mercredi au Sénégal. Comme en mars 2015, les professeurs militent pour une meilleure évolution de carrière, une intégration des vacataires, des indemnités de logement ou de correction d'examen, ou encore un meilleur accès à la formation. Le risque de l'année blanche est réel pour les syndicalistes. Il s'agit du 5e plan d'action mené par le corps enseignant. Le préavis de grève tient jusqu'à vendredi. À la mesure de mes pas, c'est le récit autobiographique de l'ascension sociale du businessman camerounais Jean-Samuel Noutchoguin. Il raconte comment il est passé de la terre au monde des affaires dans un livre qu'il a présenté à Paris le 14 avril. Paul Dessingoy. C'est sans doute là l'héritage qu'il laisse à la jeunesse africaine. À la mesure de mes pas, c'est le titre du livre de Jean-Samuel Noutchoguin. L'ouvrage a été présenté au public ce mardi à Douala au Cameroun. À la mesure de mes pas retrace le parcours atypique mais glorieux de ce fils de paysan, petit commerçant devenu au fil des années l'un des hommes d'affaires les plus influents du continent. Monsieur Noutchoguin est une grande personnalité qui a beaucoup de caractère humain, d'abord discret, il n'est pas extravagant, il est surtout très doué puisqu'il est parti de rien pour devenir ce qu'il est. Au fait, à ce genre de personnalité qui ne voulait même pas aller et ne rien laisser à la postérité, au-delà donc de toutes ces réalisations, il nous laisse aussi le secret de sa vie, c'est-à-dire qu'il a concentré dans ce livre. Édité aux éditions Monde Global, à la mesure de mes pas étale la vie socio-culturelle de Jean-Samuel Noutchoguin, ses relations avec sa famille et ses amis.
L'ouvrage livre surtout les secrets de la réussite professionnelle de cet entrepreneur. Certainement un moyen pour l'auteur d'éclairer les générations à venir. C'est un livre qui peut servir de leçon parce qu'en fait c'est sa vie. C'est sa vie et il a fait beaucoup de choses. Comme vous avez suivi, il est parti d'une, comment dirais-je, d'une affaire banale, n'est-ce pas? La vente de 3 tubercules de manioc au marché de Bafoussam. Et de là, et aujourd'hui, il est un industriel. C'est vraiment un grand homme d'affaires, n'est-ce pas, du Cameroun. Et puis, il faut aussi retenir qu'il est très discret. C'est un des rares Camerounais que j'ai côtoyé dans ma vie publique qui essaye de faire la différence entre les affaires et la politique. En guise de reconnaissance pour ses actions dans la ville de Douala, Jean-Samuel Nuchongweng a reçu un diplôme d'honneur et des clés de la ville de Douala, poumon économique du Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.